sommes-nous, nous sommes? Pourquoi sommes-nous ce que nous sommes? Pourquoi vivons-nous comme nous vivons? Qu'attend-on de la vie? Que veut-on? Analyse. Nous sommes le fruit de notre éducation, mais beaucoup plus encore, le fruit de notre culture, ce qui nous a façonnés comme un sculpteur, la culture sociale, selon l'ambiance dans laquelle nous vivons, milieu ouvrier, milieu de riches, milieu de banquiers, milieu plus cultivé, milieu plus littéraire, ou pas, ou moins. La culture familiale, nous avons notre caractère, nos gènes, mais selon ce que nous avons en face, donc selon le caractère de nos parents, famille nombreuse, peu nombreuse, fils unique, nombreux frères et sœurs, plus de frères, plus de sœurs, on va évoluer différemment. La culture nationale, un Français n'est pas comme un Italien, qui n'est pas lui-même comme un Espagnol, qui n'est pas comme un Anglais, qui n'est pas comme un Portugais, qui n'est pas comme un Allemand, qui n'est pas comme un Belge, qui n'est pas comme un Suisse. Et la culture religieuse, qui a un poids phénoménal. Même celui qui est athée vit sur un calendrier lui-même rythmé par les fêtes religieuses. La culture environnementale. Un montagnard n'est pas comme un marin. Quelqu'un des plaines n'est pas comme quelqu'un de la montagne. Quelqu'un des pays froids ne peut pas être comme quelqu'un des pays du sud. Mais il y a un point qui rapproche toutes les cultures. On travaille toute sa vie. Il y a la naissance, puis les études, puis le travail, puis la retraite, et c'est fini. Le monde change, le monde évolue, et il n'est pas toujours pareil. Au Moyen Âge, on travaillait dès l'âge de 10 ans jusqu'environ au 19e siècle. Dès l'âge de 10 ans, on se mettait au travail et on travaillait, on travaillait, on travaillait jusqu'au bout. Mais à l'époque, la majorité des gens étaient indépendants. On nous en parle beaucoup aujourd'hui de l'indépendance, du travail indépendant. À l'époque, tout le monde ou presque était indépendant. Il n'y avait que des petits commerçants, des petits fermiers, des petits travailleurs, le maréchal ferrant, le forgeron, le menuisier, le boucher. Tout le monde était indépendant. Et puis, la révolution industrielle est arrivée, milieu du 19e. Et là, il a fallu de la main-d'œuvre. Alors, on a inventé une nouvelle norme, l'emploi. Ah, l'emploi, la sécurité, l'entreprise paternaliste, on ne se prend plus en charge, un patron s'occupe de tout. Et puis, progressivement, on s'est rendu compte qu'il y avait un bug. Parce qu'au bout du compte, comme il n'y avait plus vraiment de cellules familiales, chacun travaillait, allait voir ailleurs, on ne créait plus un noyau, comme par exemple à la ferme tous ensemble, il y avait un problème. Il a fallu inventer la retraite. Donc prendre de l'argent avant pour pouvoir payer la retraite après. Puis aujourd'hui, c'est la norme, parce qu'on en a pris l'habitude, parce qu'on vit d'habitude, parce que on nous a quelque part un peu décervelés, on ne se prend plus en charge. L'État, la sécurité sociale, la retraite, les assurances. Mais au nom de quoi doit-on aujourd'hui rester figé devant cette anesthésie globale, alors que nous vivons un changement absolument radical, un changement qui est encore plus puissant que celui de l'ère industrielle parce que il est toujours plus facile de se mettre au repos que de se reprendre en main. Mais aujourd'hui, l'emploi n'est plus la norme. Regardez autour de vous, les entreprises licencient à tour de bras, l'indépendance redevient le mot d'ordre, les fournisseurs de services redeviennent indépendants. Aujourd'hui, il y a des services de femmes de ménage, des sociétés de femmes de ménage. On n'emploie plus une femme de ménage. On paye une société. De plus en plus de gens travaillent à la maison, partiellement ou totalement. Et en plus, on nous propose un monde de loisirs. Tout le temps, loisirs, 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 dépenses, loisirs, dépenses, dépenses. Eh bien aujourd'hui, le monde est différent. Grâce à l'informatique, grâce à cet appel des loisirs, grâce à cet appel de l'indépendance, eh bien, on a toujours 3-4 ans où on sera un bébé, où on va apprendre à marcher, à parler, et puis on va commencer les études. Et on va, comme toujours, se mettre au travail. Mais aujourd'hui, on n'a plus le droit de devoir bosser 42 ou 45 ans pour partir à la retraite avec une misère. Aujourd'hui, on a le droit de définir notre rythme de travail, combien de temps on va travailler, quels sont nos objectifs. Et on a aujourd'hui les moyens d'être seul maître de ça.
pour pouvoir vivre avec un grand V, pour pouvoir s'adonner à des passions, pour pouvoir offrir beaucoup plus au monde. Aujourd'hui, on a en main le curseur de réglage de notre vie. Quand veut-on la liberté financière? Quand veut-on profiter de la vie? Quand veut-on réaliser nos rêves? Cette nouvelle norme, j'aime l'appeler l'indépendance collective, parce que c'est sans doute le meilleur du socialisme avec le meilleur du capitalisme. L'indépendance, où on est libre, libre de faire ce qu'on veut quand on veut comme on veut. La liberté de choix, mais ceci sans être seul pour autant, parce que ce sera toujours dans le cadre d'une collaboration, d'une équipe, dans le cadre du partage. C'est terminé cette époque où on doit pousser des coudes pour avancer. C'est fini cette époque où on doit faire chuter les autres, marcher sur les autres pour pouvoir avancer. Bien au contraire, aujourd'hui, il y a un nouveau mode de distribution des richesses qui passe par la solidarité dans le travail. Et comme le dit Zig Ziglar, aide suffisamment de gens à obtenir ce qu'ils veulent et tu auras ce que tu veux. Aujourd'hui, on ne garde plus ses secrets, aujourd'hui, on les donne. Prenons un exemple. Imaginons une organisation humanitaire qui a besoin, allez, prenons pour cet exemple, de 50 000 euros pour aider un peuple contre la famine en Afrique. Tu es prêt à te mobiliser? Oui, sans doute. Parce que c'est l'horreur, la famine en Afrique. Et pas qu'en Afrique d'ailleurs. Alors voyons un petit peu. Combien faut-il de gens qui vont donner 50 euros pour pouvoir générer ces 50 000 euros? Bon, le calcul est simple, on ne va pas en faire un secret, 1000. Mais ces 1000 personnes, peux-tu les trouver tout seul? Non, hein? Ok. Donc tu demanderais à tes amis. Et puis ces amis, tu leur dirais d'en parler aussi à leurs amis pour pouvoir faire un geste, pour aider ces gens-là. Vrai? C'est ça la puissance des médias sociaux, des réseaux. C'est le relationnel. Dis-moi qui tu connais, je te dirai qui tu es. Qui connaît qui connaît qui connaît qui? Eh bien, au total, si tu as trois amis qui en ont trois, qui en trouvent trois, qui en trouvent trois, qui sont prêts à mettre 50 euros, eh bien, en sixième, appelons ça génération, eh bien, nous avons déjà levé plus de 50 000 euros et c'est gagné. Et il y a tout un groupe de réfugiés qui n'a plus faim. Mais personnellement, qu'est-ce que tu en as tiré? Une fierté, certes, et c'est bien. Une gloriole pour d'autres. Une bonne conscience, c'est bien. Mais tu payes ton loyer avec ça? Prenons un autre exemple, les jeux. Combien de gens se regroupent pour augmenter leurs chances de gagner au loto, au kéno, à la roue de la fortune, peu importe. Les fortunes qui sont dépensées dans ces jeux est absolument phénoménale. Que font les gens? Ils parlent aux copains, aux collègues de travail, parfois même aux commerçants autour. Et si on se mettait ensemble pour jouer, on met tous 50 dollars et puis ou 50 euros, et puis on peut faire plus de grilles et on aura plus de chances de gagner. C'est une jolie forme de solidarité, c'est vrai, c'est intelligent. Mais combien ont gagné? Gagné de quoi vivre? Gagné de quoi changer leur vie? Qu'en ont-ils tiré à part l'excitation du jeu? Généralement un peu moins d'argent dans le fond du portefeuille, mais toujours l'espoir. Ah, la semaine prochaine, on gagnera bien. Maintenant, je voudrais vous inviter à imaginer un autre jeu. Un jeu où, comme au loto, on va s'abonner. Allez, disons pour 99 francs suisses, 85 euros par mois, pendant, disons, 5 mois, 6 mois. Comme au loto, dans notre jeu, tu vas devoir payer ton ticket. Comme au loto de groupe, dans notre jeu, tu vas devoir trouver tes partenaires de jeu. Mais mieux qu'au loto, dans notre jeu, on va recevoir un vrai produit ou service et pas seulement un ticket. Mieux qu'au loto, dans notre jeu, tu ne devras payer que pendant 5 voire 6 mois, si tu suis les règles du jeu, bien sûr. Mais ne t'inquiète pas pour ça, on connaît la martingale, on sait comment faire, on connaît les règles. Et tu vas voir que tu en connais peut-être certaines aussi. Alors l'avantage, c'est qu'au bout de 5 mois, tu n'auras plus besoin de payer tes tickets, ils seront autofinancés. Mais tu recevras toujours tes produits ou tes services. Et au bout de 10, 12 mois, ben c'est le ticket gagnant. 10, 15, 20, 25 000 dollars, ça va dépendre, bien entendu, de tout un tas de paramètres. Ça va dépendre du jeu dans lequel tu rentres, des règles que tu vas accepter. Et là aussi, contrairement au loto,
Le potentiel de gain est toujours plus élevé chaque mois. Et au bout, tu auras même la liberté financière. Newton a dit, donnez-moi un levier et je soulèverai le monde. De même que pour l'entraide humanitaire, imaginez si pour aider un peuple, on demandait à 6 de nos amis, qui demanderaient à 6 de leurs amis, qui demanderaient à 6 de leurs amis, de se mobiliser pour une œuvre charitable. En 13e génération, on arriverait à 12 milliards de personnes qui se mobilisent pour une œuvre charitable. Imaginez une organisation humanitaire qui joue ce jeu. Pensez-vous qu'il y aurait encore de la famine dans ce monde? Et en plus, on aurait éduqué ces gens qui au début avaient faim à en faire autant et à ne plus avoir faim? Eh bien, c'est ça le marketing de réseau. C'est cette redistribution des richesses qui nous permet de mieux vivre pour pouvoir mieux donner. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas en donner. Oui, 50 centimes, 10 euros pour te donner bonne conscience, mais rien de très efficace. Avec une redistribution des richesses, au lieu d'engraisser quelques gros pôles financiers, eh bien on pourrait avoir une véritable redistribution de la richesse dans le monde. Et pouvoir donner, et pouvoir aider. Et le paradoxe, c'est que pour aider, on le fait. On va trouver des gens qui adhèrent sans problème, mais on n'a rien en retour, sur le plan personnel, sur le plan familial. Pour jouer, on le fait, parce qu'on a l'espoir. Ah, si la chance pouvait tomber. Mais quand il s'agit de soi-même, de la famille, quand il s'agit de créer son avenir, de mettre la famille à l'abri du besoin, de pouvoir, ne serait-ce que offrir une meilleure éducation à nos enfants, sans tirer la ceinture, là on trouve toutes les excuses du monde. Et oui, pour obtenir des choses qu'on n'a jamais eues, il faut faire des choses que l'on n'a jamais faites. Le monde change, et quand les paradigmes changent, eh bien nous devons changer avec ou rester des dinosaures. Alors, peu importe ton rêve, mais trouve-le ton rêve. Qu'il soit de liberté, qu'il soit de luxe, qu'il soit de profiter de la vie, qu'il soit de générosité, qu'il soit humanitaire, trouve ton rêve.